Bonsoir. Situation totalement bloquée dans les prisons. Les premières négociations à la chancellerie cet après-midi ont tourné court. Bonsoir. Les autres titres de l'actualité, chantage ou non, la baisse retardée des taux d'intérêt provoque une polémique politique. Rostock, berceau des émeutes racistes en Allemagne, portrait d'une ville sinistrée. Enfin, Johnny à Bercy, premier concert ce soir pour fêter 30 ans de scène. À la une, donc, la situation dans les prisons. Michel Vauzel souffle le chaud et le froid. La chancellerie avait menacé de prendre des premières sanctions. Le garde des Sceaux affirme maintenant qu'il est prêt à passer l'éponge si le travail reprend. Mais les syndicats n'acceptent pas ce préalable. Ils ont donc rompu les négociations. Ils demandent, pour reprendre la discussion, la levée pure et simple des mises à pied. Le reportage est signé Clément Veyrenal et Ludovic Fossard. Les gardiens de prison claquent la porte. Après une demi-heure d'entrevue avec le ministre de la Justice, Michel Vauzel, les syndicats de surveillants ont quitté cet après-midi la table des négociations, le ministère ayant refusé de lever les sanctions. Le garde des Sceaux vient malheureusement de confirmer qu'il n'avait pas du tout l'envie de négocier. Et pour cause, ce n'est pas l'habitude dans ce ministère, on ne fait que discuter. Voilà pourquoi, depuis des années, le dossier pénitentiaire traîne. Il est tellement poussiéreux qu'aujourd'hui, c'est l'explosion dans les prisons françaises. De son côté, Michel Vauzel maintient ses positions, mais affirme que la porte du ministère reste ouverte jour et nuit. Je demande aujourd'hui, compte tenu de la gravité, encore une fois, des événements qui se sont déroulés à Clairvaux et qui n'ont pas encore été élucidés, je demande que chacun comprenne que pour assurer la sécurité des personnels, encore une fois, ceux-ci doivent reprendre leur travail. S'ils le reprennent, je le leur ai dit tout à l'heure, alors de la suspension des sanctions, nous pourrons passer à ce qu'ils demandent, qu'on lève les sanctions. Reprenez le travail et je lève les sanctions, promet donc Michel Vauzel. Levez d'abord les sanctions et nous reprendrons le travail, lui répondent de leur côté les syndicats de surveillants qui en appellent ce soir au Premier ministre. Difficile de savoir dans cette partie de bras de fer qui, du gouvernement ou des syndicats, cédera le premier. Ce soir, la situation semble complètement bloquée. À Clairvaux, tous les détenus ont été évacués au petit matin. Une fouille systématique avait été demandée par les gardiens. Les évadés avaient réussi la semaine dernière à dissimuler des armes. L'opération a débuté à 4 h du matin avec l'arrivée des forces de l'ordre. Un peu plus de 200 détenus qui ont ensuite été transférés dans des cars. Dans cette maison centrale, il n'y a que des hommes condamnés de très longues peines. La dernière opération de ce type à Clairvaux remonte à il y a plus de 15 ans. Au Baumette aussi, les gardiens ont demandé une fouille systématique des cellules, mais pour le moment, ce sont les CRS qui font office de gardiens. Des CRS pas toujours contents d'assumer cette tâche. Ils doivent en plus faire face au mécontentement des familles. Le reportage de France 3 à Marseille, Yvette Malgras et Jean-Claude Tépélian. Maison d'arrêt des Baumettes, 15 h cet après-midi. C'est l'heure de la relève pour les CRS qui assument depuis dimanche dernier les tâches habituelles des surveillants de prison, procéder aux fouilles ou organiser les parloirs. Autant de fonctions, estiment-ils, qui dépassent leurs attributions. Nous assurons la sécurité dans les prisons, c'est-à-dire nous aidons les gardiens de prison dans la mesure où il y a un service minimum. Et nous sommes là avec eux pour assurer leur sécurité, mais en aucun cas nous sommes d'accord pour les remplacer, dans la mesure où ce n'est pas un travail de faire les parloirs et de donner à manger aux prisonniers. Plus de 200 surveillants grévistes à l'extérieur, une soixantaine de policiers urbains et de CRS, sans compter la direction de la prison à l'intérieur. Impossible dans ces conditions d'assurer normalement les parloirs. Certaines familles de détenus attendent depuis ce matin 9 h. Les femmes majoritaires dans les files d'attente ne cachent pas leur colère. Je vous dirais qu'on est beaucoup plus inquiets que la première fois, parce que là, la première fois, il y avait quand même les CRS, ils avaient quand même eu les promenades avec les CRS, mais là, depuis vendredi, 5 h de l'après-midi, ils sont plus sortis des cellules et ça commence vraiment, ils sont quand même à bout de nerfs, là, ils sont vraiment excités. Face à ce qu'ils considèrent comme des parloirs sauvages où les conditions de sécurité ne seraient pas entièrement garanties, le personnel pénitentiaire des Baumettes réclame depuis aujourd'hui une fouille systématique de l'établissement avant toute reprise du travail. Ces parloirs sont assurés par des gens qui ont l'habitude d'assurer la sécurité extérieure, républicaine. Ils ne savent pas comment fonctionne une prison. À l'intérieur, il y a des élèves surveillants. Ça fait 5 jours qu'ils sont dans l'administration pénitentiaire. Ils ne savent même pas faire une fouille de détenus. Après, le garde des Sceaux va dire « Mais comment rentre-t-on des armes dans les prisons ?» Eh bien, l'exemple, il est là. Après l'annonce de l'échec des discussions aujourd'hui à Paris, les surveillants des Baumettes maintiennent leur piquet de grève cette nuit et jusqu'à nouvel ordre.
Notre chapitre politique maintenant, situation normale, c'est le commentaire très laconique du médecin personnel de François Mitterrand cet après-midi à la sortie de l'hôpital Cochin. Le président qui devrait logiquement sortir jeudi, mais les visites ont été réduites pour lui épargner toute fatigue. Le chef de l'État qui a délégué à titre exceptionnel ses pouvoirs à Pierre Bérégovoy, c'est donc le Premier ministre qui doit présider demain le Conseil des ministres. La campagne pour Maastricht maintenant, et elle dérape sur les taux d'intérêt allemands qui viennent de baisser. Le gouvernement français pourrait suivre le mouvement, mais attend un certain référendum. Et dans le camp du non, on parle déjà de chantage. Tout est parti d'une déclaration de Michel Sapin. Le ministre du Budget a implicitement lié la baisse des taux français au résultat du référendum. Philippe Séguin a aussitôt répliqué, et cette polémique prend aujourd'hui une grande part dans la dernière semaine de campagne. Jean-Baptiste Prédali. Francfort, siège de la Bundesbank, c'est d'ici qu'est venu l'élément nouveau de la campagne pour le référendum. Dimanche, la Banque centrale allemande annonce une baisse de ses taux d'intérêt. Divine surprise sur les marchés en Europe et débat en France. Le geste allemand est technique, mais aussi politique. Et le ministre des Finances en fait un argument en faveur du oui. Il appartient aux Français, en se prononçant dimanche prochain, d'amplifier ou de conforter les décisions de baisse des taux qui ont été prises ou de ne pas le faire. Ils le savent, ils en sont saisis. Chantage au oui, clament les adversaires de Maastricht. Pour eux, la baisse des taux d'intérêt allemands et le réajustement des monnaies européennes est aussi un argument, mais contre la future monnaie unique. La baisse des taux allemands apporte la preuve irréfutable que tant qu'on a une marge de réajustement, tant qu'on a sa souveraineté monétaire, on peut négocier et obtenir quelque chose dans la négociation, même avec la Bundesbank. La monnaie des places financières au débat électoral. Depuis dimanche, en Allemagne, la Bundesbank a voté oui. En France, l'économie aussi est entrée dans la campagne. Nos portraits de candidats en campagne. Ce soir, Philippe de Villiers qui se dit de plus en plus persuadé que le non va l'emporter dimanche. Optimisme de rigueur et derniers arguments. Un Philippe de Villiers qui pense aussi à l'après-référendum. Reportage de Michel Lemerle et Christian Decarnet. Monsieur le vicomte est pressé. Depuis un bon mois, il est en permanence entre deux avions, deux meetings, deux diatribes meurtrières contre le traité de Maastricht, sommeil court et discours fleuve pour se croiser du nom aux incontestables talents de prédicateur. Mais si Philippe de Villiers est pressé, c'est avant tout d'en finir avec le socialisme. Dans le camp du non, il est celui qui défend avec le plus de vigueur l'équation non au référendum égale non à Mitterrand, et il ironise sur la position de ses amis. Nous dirons demain oui à ceux qui aujourd'hui disent non, mais pour ça, il faut d'abord dire oui à ceux qui disent non. Compliqué, quoi. Certes, les ordonnances du docteur de Villiers empruntent davantage aux remèdes de cheval qu'aux médecines douces. Pas de quoi, il est vrai, choquer ses compagnons de tribune, très élogieux à son égard. J'en pense beaucoup de bien. C'est un garçon de très grand talent. À un tel point que certains au RPR ne sont pas loin de penser que cet électron libre de l'UDF aurait sa place dans leur rang. Vous savez, le RPR, par définition, c'est la première lettre, c'est un rassemblement. Alors plus il y a de monde, mieux ça vaut. Mais Philippe de Villiers ne croit plus à l'avenir des grandes formations, quelle que soit l'issue du référendum. La campagne l'aura propulsé sur le devant de la scène. En créant cet été son mouvement, il a mis en place de précieux réseaux. D'autres combats l'attendent, et pas seulement pour les valeurs. Aucune marche ne l'effraie, y compris les plus hautes. Même s'il s'en défend, il est clair que là aussi, monsieur le vicomte est pressé. Et pour tous les leaders, c'est l'heure des derniers meetings et des dernières déclarations. À 5 jours du référendum, le journal de campagne est présenté ce soir par Daniel Sportiello. Pas d'accord avec l'organisation du référendum, Jean-Marie Le Pen vient de saisir le Conseil constitutionnel. Raison du recours déposé par le président du Front National, les documents électoraux adressés aux électeurs sont une invitation sans ambiguïté à répondre oui à la question posée. Voilà ce qu'estime Jean-Marie Le Pen, partisan du non. Les partisans du oui continuent de leur côté leur campagne. Jacques Delors, président de la Commission européenne, est optimiste sur l'issue du référendum. On l'écoute. Je demeure optimiste car je n'imagine pas que la France, qui est le premier de cordée en Europe, je dis ça sans vanité, et on pourrait citer le nom
des personnalités qui ont contribué à concevoir, faire avancer l'Europe, je ne conçois pas que la France dise « je coupe la corde, je ne suis plus le premier de cordée ». À l'heure où la question du financement des campagnes électorales revient avec insistance, 3 partisans du non à Maastricht jouent la transparence. Coût de la campagne de Philippe de Villiers entre 700 et 800 000 francs. Charles Pasqua et Philippe Seguin alignent également les chiffres de la campagne du Rassemblement pour le non, 6,5 millions de francs, financés, précise-t-il, par la souscription nationale lancée en juillet. La mort de Pierre Sergent, c'était l'une des grandes figures de l'Algérie française, un ancien chef militaire de l'OAS. Il était âgé de 66 ans. Après une carrière militaire, notamment dans la Légion, il avait rencontré en Algérie Jean-Marie Le Pen et il s'était engagé dans la lutte clandestine. Il avait été condamné à mort par contumace. Après des années d'exil, il avait finalement été amnistié en 68. Il était membre du bureau politique du Front National et cet après-midi, Jean-Marie Le Pen a salué ce grand Français, il dit, et ce camarade de combat. À l'étranger, la police allemande a déjoué à la dernière minute un attentat à la bombe hier à Sarrelouis et une fois de plus, c'est un foyer d'immigrés qui était visé. Une violence raciste qui ne cesse de ressurgir depuis plus d'un mois dans l'ex-RDA. Ville symbole de ce malaise, Rostock, touchée de plein fouet par le chômage et l'insécurité depuis la réunification. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Anne Rongère et Marc Félix. Veillée d'armes chez les alternatifs. Mais ce soir, le casque et la matraque resteront au vestiaire malgré ces tracts de menaces néo-nazis. Plus question, comme le mois dernier, de former un cordon de sécurité autour du foyer d'immigrés. Il n'y a rien d'autre à faire que de bien fermer les portes à clé. Vous avez peur? Oui, très peur. On ne peut même plus protéger les immigrés. On ne peut rien faire. C'est pas possible. On n'est pas assez fort. Paradoxe, un découragement partagé par les policiers. Critiqués pour leur passivité pendant les émeutes, débordés par des commandos inspirés de la guérilla, ils multiplient aujourd'hui les patrouilles, mais les extrémistes équipés de CB ont jusqu'à maintenant déjoué tous les pièges. C'est vrai, j'ai peur que les émeutes recommencent, car le noyau dur de 60 extrémistes peut mobiliser à tout instant un potentiel de militants prêts à la violence. Un potentiel de violence aggravé par le chômage, rouillé les symboles de la classe ouvrière, démodé ces panneaux à l'écriture hérités du Troisième Reich. Depuis la réunification et la concurrence de Hambourg, le taux de chômage dépasse ici les 20% et les immigrés se découvrent indésirables. Mariée à une Allemande, Tine se croyait intégrée. Les rapports se sont beaucoup détériorés avec les Allemands depuis la réunification. Maintenant, quand je me promène en ville, je suis tout le temps sur le qui-vive. Je regarde à droite, à gauche, au cas où l'un de ces crânes rasés viendrait me frapper. Sa seule consolation, cette voisine, bouleversée après les émeutes anti-immigrés. Car certains à Rostock ont honte de ces images qu'il est interdit de filmer. Honte au moment où Rostock se porte candidate pour héberger une partie des JO de l'an 2000 s'ils ont lieu à Berlin. J'étais là lorsque le foyer d'immigrés a brûlé. J'ai éprouvé un énorme sentiment d'impuissance. Je me sentais à la merci de ces voyous. La police n'a rien fait et on a clairement eu la preuve de l'impuissance de l'État. Rostock, ou le portrait d'une ville à la dérive, 2 ans après les mirages de la réunification. Retour maintenant à la dernière rentrée scolaire avec d'abord ce constat, il y a souvent trop de bruit à l'école, une pollution sonore qui perturbe enfants et enseignants. Et c'est souvent la cantine qui bat tous les records. Ségolène Royal a donc trouvé ce nouveau combat et le ministre de l'Environnement vient de lancer la première phase de son plan. Un exemple à Poitiers avec ce reportage de Franck Homer. Suivez bien ce test comparatif. Les pieds de la première chaise n'ont pas d'embout en plastique. Les pieds de la seconde chaise, par contre, sont équipés de matériaux absorbant le bruit des frottements sur le sol carrelé. Dès la première écoute, la différence s'entend clairement, mais le résultat est encore plus net lorsque ces mouvements sont répétés une centaine de fois au cours d'un repas.
D'autres aménagements peuvent également limiter de manière substantielle le niveau sonore à l'intérieur des cantines. Le réfectoire de l'école primaire Alphonse Daudet à Poitiers bénéficie depuis plusieurs années déjà des effets d'un plafond acoustique et de la moquette sur les murs. Les cris et les bavardages des enfants sont ici amortis, le taux de résonance a été considérablement diminué. Enfin, les nappes épaisses étouffent les chutes malencontreuses des couverts. Autant de gestes simples qui améliorent la vie en milieu scolaire. Il est évident que des enfants qui mangent dans le bruit seront des enfants énervés, beaucoup moins réceptifs l'après-midi. Et je crois pouvoir dire que grâce aux aménagements qui ont été apportés dans cette école, dans cette cantine, bien les enfants sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus disponibles. Des actions comme l'installation d'un double vitrage et des joints de qualité peuvent aussi réduire les bruits venant de l'extérieur. Des travaux véritablement efficaces qui nécessitent un budget compris entre 20 000 et 100 000 francs. Et toujours au chapitre éducation, des dizaines d'enfants musulmans scolarisés dans un collège catholique. C'est le pari de l'intégration, vécu au jour le jour dans les quartiers nord de Marseille. Et la cohabitation se passe bien. Et paradoxe, c'est une école catholique où l'on accepte le voile islamique. Et les enseignants de cette école défendent aussi la dimension sociale de leur travail. Reportage Anne Gouraud et Marc Doux. Ils s'appellent Samir, Amar et Karim. Ils sont 81 musulmans sur les 86 élèves inscrits dans le collège catholique Saint-Mauron. Un paradoxe religieux qui ne semble gêner personne. Tous ici ont opté pour une cohabitation sereine. Vous êtes catholique? Je le suis, oui. Et est-ce que vous essayez de faire passer un message dans votre enseignement? Faire passer des convictions profondes, certainement. À l'insu de moi, ça passe. Mais l'endoctrinement, non. J'ai choisi cette école parce qu'il y a peu d'élèves et ici on s'occupe bien des élèves. On les suit bien. Le fait que ce soit une école qui ne soit pas de la même religion que vous, est-ce que ça pose problème? Non, ça ne pose pas de problème. C'est une école normale, mais seulement qu'il y a écrit école privée catholique alors qu'il n'y a presque pas de catholique. Question, l'école catholique brade-t-elle son identité pour mieux s'implanter dans ce quartier défavorisé de Marseille? Seuls 3 élèves suivent les cours de catéchisme au collège Saint-Mauron. Les autres sont libres d'agir comme ils le souhaitent, libres également d'afficher des signes religieux qui, en leur temps, ont suscité une vive polémique. C'était une polémique ridicule. C'est-à-dire que la vraie question qui est posée, c'est comment faire en sorte pour que le maximum d'enfants en France, quelle que soit leur origine, puissent s'en sortir mieux à l'école. La notion d'hospitalité est bien une notion chrétienne, c'est bien une référence à Jésus-Christ. Donc en pratiquant cette hospitalité-là, je crois qu'on n'est pas en contradiction avec le projet chrétien. Cette hospitalité, les familles la paient 100 francs par mois environ, une somme insuffisante pour couvrir tous les frais du collège. Pourtant, le diocèse n'envisage pas de fermer un établissement qui donne de l'école privée une image méconnue. Football, c'est le premier grand saut en Coupe d'Europe pour l'équipe de Caen. En difficulté dans le championnat, le Stade Malherbe n'a rien à perdre face au favori Saragosse. Les petits poussets sont bien décidés à attaquer ce soir sur le terrain. Serge Dian. Calme plat cet après-midi dans les rues de Caen. Difficile de croire que le Stade Malherbe va découvrir aujourd'hui la Coupe d'Europe. Pour ce grand rendez-vous, l'entraîneur Daniel Jean Dupeux pourra compter sur tout son effectif. Une équipe qui va obtenir ce soir la récompense de son bon parcours de la saison dernière en championnat. Cette année, les débuts ont été difficiles, 4 défaites en 6 rencontres, mais ce départ n'a pas entamé la confiance du groupe. On commence à avoir une bonne circulation de jeu, on a l'impression qu'on est à un bon niveau, mais qu'on n'arrive pas encore à faire fructifier cette qualité-là, et donc on s'intéresse plus à la dernière passe, au dernier tir, et je crois que c'est le travail des derniers jours. Les Normands compteront beaucoup sur l'expérience de Stéphane Paille et de Gabriel Calderon. Ce soir, il faudra à tout prix gagner pour conserver de bonnes chances de qualification avant le match retour à Saragosse. Une qualification qui relèverait de l'exploit face à des Espagnols favoris et soutenus par de nombreux supporters. Tennis avec le tournoi Passing Shot de Bordeaux, un tournoi qui compte pour le classement professionnel et qui est doté aussi d'une assez jolie cagnotte d'un peu plus de 300 000 $ de prix. Nous allons faire un point en direct avec Dominique Champeau. Alors Dominique, je crois qu'il y a 2 joueurs en ce moment français sur le court et aussi à l'affiche quelques vétérans.
Oui, il y a quelques vétérans, mais qui ont pris un petit peu de retard sur l'horaire. Pour l'instant, nous avons le match entre Forget et Thierry Champion. L'année dernière seulement, c'était un match qui était une demi-finale. Et vous voyez, cette année, c'est un premier tour. C'est dire que le tableau est très relevé. Il y a tous les Espagnols spécialistes de la terre battue. Il y a aussi les Russes et puis il y a aussi Ivan Lendl dans ce tableau. Mais celui que l'on attend, évidemment, c'est Björn Borg. Björn Borg qui effectuera ici son énième retour, le 4e, et avec un bilan qui n'est pas très optimiste pour lui, puisqu'il n'a jamais gagné un seul set au cours de ses précédents retours à Monte-Carlo, à Munich et à Monte-Carlo encore une fois. Donc c'est un Björn Borg qui va être confronté en plus à une nouvelle génération, car c'est le champion du monde junior qui va lui être opposé tout à l'heure, un garçon extrêmement ambitieux, un russe, il s'appelle Andrei Medvedev et il est promis un très grand avenir. Les meilleurs spécialistes du tennis le prédisent déjà dans les 10 meilleurs mondiaux dès l'année prochaine. Dominique Champeau, peut-être un petit mot sur le match en cours en ce moment? Le match en cours, eh bien Guy Forget a remporté la première manche 6-3, mais il est en difficulté dans la deuxième. Il est mené 5-4. Personne, pour l'instant, n'a fait de break décisif dans la deuxième manche encore. Dominique, merci. Enfin, spectacle, Johnny de retour sur une scène et il est depuis ce soir à Bercy. Johnny qui avait justement débuté sur une scène il y a 30 ans. À l'époque, il s'appelait encore Jean-Philippe Smet et le show business n'existait pas. Et du Marcadet Palace où il s'est produit la première fois à l'immensité de Bercy, il y a une légende, des centaines de milliers de fans ou plutôt des fidèles. Car Johnny a acquis une place unique et enviée, celle de la star, toujours rebelle mais toujours suivie par ses fans. Le reportage est signé Michel Vial et Philippe Guinet. Le masque du saltimbanque, l'angoisse du comédien, la solitude du coureur de fond. Malgré les 30 années d'une carrière qui n'ont gâté ni sa générosité ni sa fraîcheur, Johnny Hallyday demeure ce formidable catalyseur de l'énergie et des désirs de 3 générations de fans. Rocker, idole, hippie, motard, il aura épousé tous les tics et toutes les modes sans se renier, sincère jusque dans ses outrances, même s'il paraît avoir mis plus d'art dans son métier que dans sa vie. Oui, je suis heureux, évidemment que des fois j'ai le cafard comme tout le monde, quand il arrive qu'on est contrarié pour une chose ou une autre. Enfin, en général, je suis heureux, je suis marié avec une femme que j'aime, je suis en tournée avec des amis que j'aime bien. La vie est belle. La vie est pas mal, oui. Aujourd'hui, il a presque 50 ans. En tout cas, si tout casse, tout lasse, tout passe, pas Johnny, toujours idole. M'appelle l'idole de Johnny. Il en est même qui m'envie, mais ils ne savent pas dans la vie. Il y a 2 Johnny. Il y a le Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet, 50 ans, Johnny 50 ans. Et puis il y a aussi le garçon qui aura toute sa vie 16 ans. Le héros du rock'n'roll, qui ne vieillit pas. Bien sûr, son visage se burine. Bien sûr, il s'amincit. Un jour, il perdra peut-être ses cheveux. Peut-être qu'il grossira, mais ce qui n'est pas le cas. Mais il sera toujours le roi du rock'n'roll français. C'est-à-dire éternel, immortel. Faust. Reste qu'entre l'homme privé, plutôt réservé, et le rocker baroque, il y aura toujours cette passion du rhythm and blues et ce besoin de se remettre en cause sur scène, un désir constant de tout recommencer qui constitue sans doute le plus efficace des bains de jouvence. Et pour ceux qui aiment le roi du rock'n'roll français, pour les fans justement, découvrez ce nouveau magazine Platine, avec un papier complet sur la carrière de Johnny et sur sa vie avec Sylvie. C'est aussi le premier numéro de nos confrères que nous saluons et vous pouvez bien sûr le trouver en kiosque Platine. Voilà, fin de ce 19-20. Le prochain rendez-vous avec la rédaction Soir 3, présenté ce soir par Catherine Matauche à 22h50. Et avant cela, sur France 3 toujours, Tintin bien sûr, Faut pas rêver avec Sylvain Augier. Dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. À demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.